Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition pour tout savoir sur l'impact des plantes et des compléments alimentaires sur votre santé. Nouvelle émission spéciale personnalité et célébrité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des nutritionnistes les plus médiatiques de France, Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors Jean-Michel, permettez-moi tout d'abord de vous dire que dans le cadre de ces émissions spéciales célébrité et personnalité que nous proposons régulièrement, vous êtes le premier invité masculin et nous sommes très heureux d'avoir enfin un homme pour s'exprimer sur ces sujets. Alors non pas que l'on n'en voulait pas avant, car on a lancé plusieurs invitations en ce sens, mais des invitations qui n'ont pas toujours reçu d'écho favorable et du coup on peut se demander pourquoi les femmes ont un intérêt beaucoup plus prononcé sur la phytothérapie et la micronutrition que les hommes. Est-ce que vous constatez-vous la même chose? Si oui, comment peut-on l'expliquer? Un intérêt pour la phytothérapie certainement. Ça s'est exacerbé avec le doute sur les médicaments que les gens ont, les différents scandales qu'il y a eu, et ça a détaché les gens du médicament allopathique. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se soigner en utilisant soit de la phytothérapie, soit des compléments alimentaires. Pour la micronutrition, ça reste quand même pour le moment, assez réservé. C'est-à-dire que c'est un public qui est initié sur une médecine qui est pas complètement aujourd'hui explorée. Le microbiote fait-il partie ou non de la micronutrition, par exemple? On ne sait pas. La micronutrition qui s'attache aux oligo-éléments, aux minéraux et aux vitamines, elle n'a pas fait la démonstration à l'heure actuelle très nette qu'elle serait plus avantageuse qu'autre chose. Mais les plantes, les compléments alimentaires, des techniques simples alimentaires, oui, ça attire beaucoup les gens, un peu plus les femmes, parce qu'elles ont un côté, je dirais, ouverture d'esprit qui est un peu plus grand que les hommes qui sont plutôt dans le registre assez souvent assez rigide et n'ayant confiance que dans ce qui est soi-disant démontré ou prouvé, alors qu'en fait la médecine ou la science d'une façon générale est un art à la base et ça relève beaucoup d'intuition, d'observation et pas forcément d'expérimentation. On l'a vu d'ailleurs avec l'histoire du Covid récemment où la plupart des médecins généralistes ont réussi à traiter des patients simplement d'après leur aspect clinique, sans écouter forcément les recommandations générales, et ont obtenu des succès qui sont absolument pas négligeables. Alors Jean-Michel Cohen, vous êtes très actif sur Instagram où vous publiez régulièrement du contenu assez clair, assez vulgarisant au sujet de la nutrition, que ce soit donc pour expliquer, pour prévenir ou même donner des recettes. Et il y a quelques temps, vous avez publié un post sur l'importance du plaisir dans l'alimentation pour notre santé, de la joie que procure un bon repas. Alors quand on fait régime, souvent on se prive, on enlève cette notion de plaisir. Et est-ce que cette notion ne doit pas passer avant celle de privation? Autrement dit, doit-on continuer les régimes basés sur la privation? Alors justement, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle les régimes. On a qualifié les régimes récemment de rééquilibrage alimentaire. C'est un mot subtil pour expliquer ce qu'on fait nous depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on avait compris qu'il fallait faire des régimes modérés pour pas enlever le plaisir de manger aux gens. On dit d'ailleurs mort de faim et bon vivant. C'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui mange, il est en vie. Quelqu'un qui mange pas, il est mort de faim, il est mort. Et ben c'est un peu la même chose. Ça veut dire que si vous créez trop de frustration au niveau de l'alimentation, vous entraînez chez les gens soit des syndromes d'irritabilité, soit des syndromes mélancoliques. C'est triste parce que la vie est un équilibre des plaisirs d'une façon générale. Vous avez l'équilibre de voir et de respirer et d'écouter. Et vous avez aussi celui de manger. Et quand vous avez des déséquilibres, eh bien vous êtes obligé de les rééquilibrer par autre chose. C'est ce qui explique par exemple qu'un fumeur, quand il arrête de fumer, il va soit prendre des médicaments, soit manger plus, soit être irritable, soit être agressif. C'est la même chose avec la nourriture. Donc il faut pas ressentir de frustration quand on fait un régime. C'est pour ça que depuis des années, j'ai toujours plaisir à mettre, dès qu'on me demande une stratégie pour perdre du poids, à mettre des produits choquants. C'est-à-dire à dire, ben voilà, vous allez prendre un bout de chocolat le soir, vous avez le droit de prendre un cheeseburger, vous voulez manger des sushis, un sandwich n'est pas interdit. C'est pour montrer aux gens que l'alimentation, elle doit en premier lieu respecter le plaisir. Aujourd'hui, c'est les 3 piliers de l'alimentation, c'est avoir du plaisir, manger sainement et équilibrer sa nourriture par rapport à sa santé. Voilà, c'est les 3 choses. Équilibrer son poids et donc sa ration énergétique. Donc c'est les 3 choses. Si vous, au cours d'un régime, vous enlevez un de ces 3 paramètres, bien sûr, vous pourrez maigrir en faisant un régime n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est le cas des régimes cétoniques, des régimes keto, c'est le cas des régimes tout protéines, c'est le cas des régimes sans sucre. Mais vous allez voir que vous allez payer l'addition autrement.
De la même façon, si vous mangez pas avec plaisir, vous suivrez pas longtemps un régime. Et la troisième chose, c'est que il faut avoir un poids d'équilibre, ce qui ne signifie pas forcément ressembler aux Instagrammeurs et aux Instagrammeuses qui se mettent en slip ou en maillot de bain échancré, mais ça signifie avoir un poids qui médicalement est satisfaisant et qui fait que dans la glace, vous vous dites, je me sens bien dans mon corps. Et c'est Platon qui disait tous les corps sont beaux. C'est la société qui a déformé notre vision du corps, mais à la base, tous les corps sont beaux. C'est vous avez là ce qu'on appelle la beauté intérieure, la beauté extérieure, mais la beauté extérieure, elle se définit par rien. Ça veut dire que quand vous regardez l'histoire du corps dans l'humanité, on voit bien que ça s'est décalé en permanence. À une époque, au XXe siècle, on avait la shrimp, on l'appelait la crevette. On a eu Monica Bellucci ou Marilyn Monroe qui étaient pulpeuses. Puis ensuite, on a eu les images des androgynes avec les publicités de Calvin Klein. Donc, ça change tout le temps. Mais ce qui est important, c'est quel regard vous portez sur vous-même. Ça compte. Oui, s'aimer soi-même. Après, on peut ne pas faire de régime et utiliser des filtres sur Instagram. Ouais, j'ai failli me faire piéger cet après-midi en regardant quelqu'un en disant oh là là, mais on dirait 18 ans. En fait, il y avait 3 filtres. C'était. Bah oui, en fait, plus on monte en exigence esthétique ou en âge, et plus on utilise de filtres. On parle de régime justement. Alors, vous avez fait aussi une vidéo qui indiquait comment gérer les repas. Et je trouve que c'est une vraie thématique. Comment on gère les repas si toute la famille n'est pas au régime. Parce que être au régime, c'est bien, mais comme vous le dites, c'est aussi un moment de partage. Donc, quand certains ne sont pas du tout dans cette idée de régime, de diète, un petit peu, c'est compliqué, parce que psychologiquement, on est beaucoup plus faible. Oui, mais en fait, si vous voulez, la famille, ça peut être soit un booster, soit un frein à l'amaigrissement ou à la gestion alimentaire. Il n'y a pas que de l'amaigrissement, il y a aussi les gestions pour des alimentations particulières, les allergiques, les intolérants, les gens qui ont des côlons sensibles, etc. Mais si on n'a pas, soit on a la famille associée, soit on est obligé d'utiliser des trucs. Et en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que les assaisonnements doivent être à part. Comme ça, chacun met ce qu'il a envie de faire. Je rappelle que dans les assaisonnements, l'huile est un produit assez coûteux en termes de réserve énergétique. Une cuillère à soupe d'huile, c'est l'équivalent de 100 calories. Et pourtant, ça a l'air de rien. De la même façon, quand on cuit les aliments, on les cuit sans matière grasse. Ça réserve le droit et la possibilité pour les autres membres de la famille de rajouter les matières grasses. On peut mettre du pain à table si on est capable de ne pas y toucher. On peut mettre du fromage à table, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, et si on n'a pas envie d'en prendre, on n'en prend pas, et si on a envie de prendre une petite portion, on la prend. Et de la même façon, on a des salades de fruits, des compotes, etc. Après, libre aux autres de manger des gâteaux s'ils veulent. Quant aux boissons alcoolisées, j'en parle pas. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir cuisiner pour toute la famille, et on doit gérer les éléments qui coûtent le plus cher dans un régime, c'est-à-dire en particulier les matières grasses, l'alcool ou les produits gras, on doit les gérer de telle façon à ce que chacun prenne la part qu'il a. Mais c'est la seule solution à faire, et il faut pas croire que les plats cuisinés sont interdits. Au contraire, je veux dire, il y a des tas de plats cuisinés qui sont des plats familiaux et qui sont tout à fait autorisés dans les régimes à condition de gérer les quantités. Un couscous, désolé, c'est 6-7 cuillères à soupe de semoule, des légumes, le bouillon tant qu'on veut, c'est simplement sur la viande, à moins qu'on ait mis de la volaille, on va faire attention. Un bœuf bourguignon, on va pas mettre de matière grasse, mais on va utiliser la graisse de la viande et on va le cuire parce qu'on peut cuire avec du vin. Ça apporte pas de calories particulières. C'est pas très gênant dans un régime. C'est un plat goûteux. On peut faire un bœuf mironton, etc. Il y a plein de plats qui s'y prêtent. Même la choucroute, le pire de la choucroute, c'est pas le chou, c'est les saucisses. Donc, il y a plein de plats cuisinés qui sont tout à fait compatibles avec une nourriture familiale. J'étais en train de penser pendant que je vous parlais aux lasagnes de choux que fait ma femme. Quand on fait attention, elle remplace les feuilles de lasagne, les pâtes alimentaires, elle les remplace par des feuilles de choux, et c'est absolument remarquable et délicieux. J'ai mangé du chou, j'ai protégé ma santé, j'ai mangé quand même la viande avec la tomate et elle a mis un peu de gruyère dessus. Voilà, ça marche. Donc c'est de l'imagination. Et c'est un peu de changer la routine habituelle. C'est les gens ont l'habitude de manger toujours exactement comme ils savaient ou comme ils voyaient. Une escalope de veau à la crème, elle est forcément faite avec beaucoup de crème. Ben non, on peut utiliser soit une crème plus allégée, soit mettre un fond de sauce et mettre moins de crème, et ensuite l'épaissir avec un peu d'agar-agar. C'est une nouvelle cuisine. C'est la cuisine de la santé aujourd'hui. Non, c'est bien de le préciser, parce que quand on pense régime, c'est vrai qu'on pense pas au couscous, on pense pas aux escalopes de veau à la crème, et puis donc c'est bien ce message, parce que du coup c'est vrai qu'on peut ne pas se priver, changer un peu ses recettes, les adapter, et puis c'est vrai que dans le choucroute, c'est pas le chou qui fait grossir, ça c'est certain. Là récemment, par exemple sur Instagram,
je m'amuse à publier les photos des recettes des abonnés du site Savoir Maigrir. Et elles me font des recettes, mais dingo. Hier, j'avais un sandwich de thon qui avait été fait avec des concombres qu'elle utilisait comme support de pain. La veille, j'avais un cheesecake de courgettes. L'avant-veille, j'avais le taboulé de chou-fleur. Enfin, je veux dire, des trucs vachement beaux à regarder, très bons, vachement sains et beaucoup moins caloriques. Mais c'est ça le plaisir de manger. C'était ça. En plus, cuisiner, des fois cuisiner en famille, c'est aussi un moment agréable. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le plaisir de manger, il passe pas aussi par le plaisir de cuisiner aussi? Ben si, parce que mais le plaisir de cuisiner, c'est un plaisir de partage et c'est plutôt un plaisir ludique. C'est un plaisir de jeu. Moi, mon petit-fils, par exemple, fait des cookies. Il s'est révélé être un champion du cookie. Mais ça m'empêche pas que j'ai plaisir à les faire avec lui. Et je vais en manger un demi ou un, parce que c'est un des gâteaux les plus caloriques de la pâtisserie française. Mais ouais, j'ai plaisir à communiquer avec lui pendant l'instant où je cuisine. C'est pour ça que, par exemple, les robots qui sont très à la mode à l'heure actuelle, le Cookéo, Mon Petit Chef, etc., et même le Thermomix, que j'aime pas du tout parce qu'il est trop cher par rapport à son intérêt. À mon avis, ça supprime quelque chose quand même. Ça peut être utile, mais ça supprime quand même le plaisir de cuisiner et c'est réservé à des gens qui, au fond, ne savent pas cuisiner. C'est vrai, mais ça peut être aussi un pied à l'étrier, bon, une manière de cuisiner différente. Vous avez dit, et je voudrais que vous m'apportiez vos lumières là-dessus, sur cette phrase, que au niveau des apports nutritionnels, il n'y a pas d'avantage à manger bio. Ben, si vous voulez, ce que j'ai jamais aimé, c'est que le bio, c'est toujours vendu pour la santé. Et en fait, quand vous regardez, quel serait l'avantage éventuel du bio par rapport à l'alimentation conventionnelle? Alors, sur le plan nutritionnel, on a déjà fait de nombreux tests parce qu'on n'est pas obstiné et on a cherché à savoir s'il y avait nutritionnellement plus d'avantages à manger du bio que pas du bio. Et on se rend compte que la moitié des produits bio ont un avantage, mais on se rend compte également que l'autre moitié des produits conventionnels ont plus d'avantages que le bio en termes d'apport nutritionnel. Il y a deux intérêts à manger bio. Le premier intérêt, c'est renforcer le goût de l'écologie, c'est-à-dire éviter ce qu'on a connu avec les tomates dans le passé, quand on les mettait sous serre, qu'on arrosait, qu'on avait des grosses tomates. En fait, c'était de la flotte avec une couleur rouge. Donc ça, c'était anti-écologique au possible. Et le deuxième avantage qu'on a surestimé, c'était les produits phytosanitaires, ce qu'on appelle de façon commune les pesticides. Donc on se disait, manger bio permet d'éliminer les pesticides. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a partout. Partout, quand je vous dis partout, j'adore les journaux qui vous mettent, on a fait 30 tests sur les urines à 30 personnes, mon Dieu, on a retrouvé chez 27 des traces de pesticides. Non, l'étonnement, c'est qu'on n'en ait pas trouvé sur les 30 personnes, parce que les produits phytosanitaires, il y en a dans les nappes phréatiques, il y en a dans l'air, il y en a partout aujourd'hui. Ça a été explosion de ces produits pendant des années et des années. Je donne un exemple, la chlordécone qu'on a beaucoup utilisée en Martinique, elle va mettre plusieurs siècles à s'éliminer. La plupart des produits phytosanitaires, pour éliminer les produits phytosanitaires, il faut entre 5 et 15 ans. Donc, expliquez-moi comment on a transformé du jour au lendemain une ferme en ferme bio. La vraie problématique, c'est quand vous avez des produits qui sont de l'agriculture conventionnelle, on fait ce qu'on faisait plus parce que l'industrie nous a mal habitués. On les passe dans l'eau, on les lave et on les pèle éventuellement si on est très craintif. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les taux de produits phytosanitaires ou de pesticides dans le sang des Français sont moins élevés, par exemple, que ceux des Suisses et des Allemands qui ont une réputation super écolo. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une tradition alimentaire qui fait qu'on varie beaucoup la nourriture. Voilà. Et dans les produits, alors si, il y a des produits sur lesquels je suis très méfiant, et les produits pour lesquels j'achète que bio, ce sont les produits complets. Pourquoi? Parce que quand ça a été aspergé de produits phytosanitaires, c'est sur l'écorce qu'on la trouve. Donc les produits complets, il y a l'écorce. Donc là, ouais, faut acheter bio, c'est mieux. Et certains fruits, comme le raisin, parce que lui, il va être beaucoup plus chargé et qu'on mange justement la pulpe à l'intérieur qui est extrêmement chargée en flotte. Mais sinon, pour le reste, non. Ça veut dire ça a été un marché qui a été ouvert pour l'industrie et on a exploité le terme de santé. Manger bio aujourd'hui, c'est favoriser l'écologie et récupérer le goût de certains aliments et empêcher les gens de nous faire une nourriture sur-industrielle. Pour les avantages santé, je m'en suis déjà ouvert avec les responsables écologiques qui ont déjà réorienté leur discours. Il y a eu beaucoup d'articles sur ce que j'ai raconté qui sont assez d'accord avec moi. C'était un argument politique. Ça a frappé la tête des gens, mais c'était pas un argument réel.
D'accord. En tout cas, même si au niveau des apports nutritionnels, c'est pas vraiment un avantage, les trois premières raisons que vous avez évoquées, ça reste des raisons suffisantes peut-être pour. Ouais, mais si vous avez les moyens, faut pas rigoler aussi. Aujourd'hui, en France, on a des gens qui sont vraiment pauvres, qu'on a méga culpabilisés à leur dire qu'il fallait manger bio et qui ont très peu d'argent pour vivre tous les jours. Donc, c'est pas bien de les stresser non plus. Si vous mangez pas bio, vous n'allez pas mourir plus vite que les autres. Ça, je peux vous le garantir. Les maladies qui sont avérées provenant de l'alimentation sont extrêmement peu nombreuses. Il y a juste un lymphome et peut-être un doute sur un cancer de la prostate, je crois. Donc, faut quand même être dans la réalité économique. On va rentrer dans une période de crise énorme. Franchement, si vous avez du budget, prenez du bio pour les produits complets, prenez du raisin bio. Mais pour le reste, franchement, vous prenez pas la tête. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Hein. D'accord. Donc, mais à la campagne, ne vous inquiétez pas. Hein, les gens, ils ont leur potager, donc tout va bien. ouais, bien sûr. Et puis après, comme vous le dites, il faut bien laver avec peut-être aussi un peu de vinaigre et ça peut suffire Non, pour. avec du bicarbonate de soude. Ça veut Bicarbonate de dire soude. si vous voulez vraiment enlever les produits phytosanitaires, vous mettez dans votre évier, vous le remplissez d'eau, vous mettez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, vous laissez tremper les fruits et les légumes pendant un quart d'heure et voilà, et c'est bon. Et ben voilà pour cette astuce. Merci beaucoup Jean-Michel Cohen. Alors ne bougez pas, on revient dans 30 secondes pour la deuxième et dernière partie de cette émission. NutriCast, aujourd'hui spécial célébrité et personnalité. On est avec le docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, qui vient de nous donner une bonne astuce, le bicarbonate de soude, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter du bio, voilà, pour éliminer un maximum de pesticides. Alors maintenant, on va parler plus dans cette deuxième partie de compléments alimentaires et de plantes. Vous, est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous les préconisez? Lesquels et comment vous les sélectionnez? Alors, en premier lieu, on est largement revenu sur les compléments alimentaires par rapport à ce qu'ils disaient il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de pas consommer trop de produits et de compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux, etc. parce qu'on avait la trouille et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'au fond, cette peur, elle était un peu exagérée, quoi. Donc, c'était pas, il n'y a pas de compléments alimentaires aujourd'hui qui, pris en excès, posent de gros problèmes. La deuxième chose, donc, à la limite, quand les gens en prennent, c'est pas très grave, surtout quand ils sont achetés dans des circuits de distribution qui sont réguliers. C'est-à-dire, j'entends pas sous le manteau, hein, pas la gélule que la copine d'à côté va vous vendre parce que tel labo venant d'Allemagne vous a dit que c'était bien. La deuxième chose, c'est que les compléments alimentaires, ça nous est utile particulièrement s'il y a des carences. Et ça arrive, les carences pas si fréquentes que ce que les Français croient. Hein. C'est les carences les plus fréquentes qu'on voit, c'est le fer, la vitamine D, le magnésium, un peu le calcium. Et là, oui, vous êtes obligé d'utiliser les compléments alimentaires. Mais en général, moi, j'aime bien les utiliser, sauf pour les produits les plus innocents comme le magnésium ou la vitamine D ou la vitamine C. J'aime bien les utiliser après un examen biologique qui me permet de révéler la vérité de la carence. C'est pas bien non plus de prendre des produits, quels qu'ils soient, même pas dangereux, sans utilité. Après, le complément alimentaire, il a aussi un rôle de placebo de temps en temps. C'est-à-dire ce qu'on appelle le placebo, c'est le médicament qui guérit par l'influence. Ça veut dire, je m'influence tout seul en prenant un médicament dont je pense qu'il m'est utile et qu'il va me rendre en meilleure santé. Or, cet effet placebo a été classé par l'Académie de médecine comme un effet médicament. On peut pas le nier, c'est un effet médicament à partir du moment où la personne a été mieux en prenant un produit, même si elle se l'est auto-prescrit, ok, il n'y a pas de souci. Quant aux compléments alimentaires à base de plantes, la phytothérapie, en général, ils ont une utilité, notamment quand on parle des plantes comme verveine, camomille, menthe, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des principes actifs. Exemple type, la levure de riz rouge, qui est un produit que les gens prenaient pour éviter de prendre des médicaments et quand ils avaient du cholestérol. Et ben à l'intérieur de la levure de riz rouge, il y a des statines, c'est-à-dire exactement la même chose que le médicament que les personnes voulaient éviter. La difficulté avec ce produit, c'est que la concentration en médicaments de ce produit, elle allait de 1 à 20. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient se contenter de prendre 10 mg de statine, qui en prenant la levure de riz rouge, en prenaient en fait 40 ou 50 mg. Donc, ils ne le savaient pas. Donc, il faut quand même avoir une garantie sur le complément alimentaire pour savoir ce qu'il contient exactement. A priori, moi, je dirais que j'ai pas de gros problème avec les compléments alimentaires. Je me méfie surtout de tout ce qui est acheté en dehors des circuits de vérification. Tout complément alimentaire justifie d'avoir non pas une autorisation de mise sur le marché, mais un agrément.
il faut qu'on ait cet agrément. Si on n'a pas cet agrément, il y a quand même eu beaucoup d'accidents dans les années précédentes avec des produits qui venaient de nulle part, quoi. Après, aujourd'hui, normalement, tout est bien contrôlé, particulièrement en France, avec la DGCCRF qui encadre la mise sur le marché des compléments alimentaires. Et alors, vous parliez de la levure de riz rouge qui, en effet, contient des statines naturelles, par le biais notamment de cette molécule, la monacoline, et la monacoline K plus précisément, un peu au cœur des débats, justement, puisqu'a priori, la levure de riz rouge devrait être peut-être interdite en France à partir de 2021. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux, on en a parlé au Sénat. Voilà, c'est un sujet de discussion, en tout cas, mieux encadré pour modifier les dosages et ne pas dépasser peut-être les 3 mg par jour de monacoline. En pratique, oui, parce que je vous dis, vous pouvez pas prendre un médicament en disant un jour je prends un comprimé et le lendemain je prends 10 comprimés. C'est ça le truc qu'on avait souligné, nous, à l'agence du médicament, en disant la levure de riz rouge aujourd'hui vendue sous forme de complément alimentaire, c'est un problème. Des statines en excès peuvent donner des sensations de crampes, de fatigue et peut-être même des désordres plus importants au niveau cardiovasculaire. Mais voilà, donc vous voyez que chaque chose est étudiée. Après, ce que j'aime pas, c'est le produit qui a des vertus supposées dont on n'a jamais parlé auparavant. C'est-à-dire par exemple, quand on vend des oligo-éléments sous forme d'ampoules, dans les ampoules d'oligo-éléments, il y a souvent bien plus d'impuretés que d'oligo-éléments. Donc, ça pose un problème. Par exemple, il y a des gens qui prennent zinc hors cuivre dans l'ampoule. En fait, il y a des traces de ces produits. On est plus proche de l'homéopathie que de la phytothérapie ou du complément alimentaire. Donc, c'est ça que j'aime pas. Mais pourtant, ils ont l'autorisation de le faire et on n'arrête pas de le souligner, encore une fois, auprès des autorités compétentes. On verra si ça s'arrange. Alors, quand vous dites vous avez parlé de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Vous en faites partie? Vous intervenez On est un certain nombre d'experts qui sont consultés à la demande selon les sujets. Ça veut dire, on nous dit, voilà, voici un dossier, on aimerait recueillir votre avis. Et là, dans ces cas-là, on donne notre avis. Mais quand on donne notre avis, on en profite en général pour glisser subtilement un avis sur autre chose dont on avait envie de parler. D'accord. Donc, par exemple, vous avez le dernier exemple en date? Ça a été la levure de riz rouge, mais D'accord. là, on était tellement nombreux que mon avis n'était pas plus compétent que les autres. On était agacés de voir ça, quoi. D'accord, donc vous faites partie de ces experts qui ont milité en faveur un petit peu de cette interdiction de la levure de riz rouge et qui Pas d'interdiction, mais de la nécessité d'un dosage à l'intérieur. Ça veut dire, moi, j'ai rien contre le fait qu'on prenne de la levure de riz rouge si on me garantit qu'il n'y a pas 40 mg de statine dans 2 cuillères à café, vous voyez. Donc, ce que je veux, c'est savoir de quel produit c'est issu et combien il y en a à l'intérieur. Après, jusqu'à un certain dosage, jusqu'à 5 mg, moi, ça m'est complètement égal. D'accord, ok. Bon, écoutez, voilà, tous les labos de phyto vous disent merci. Ceux qui avaient de la levure de riz rouge et qui doivent aujourd'hui refaire tous leurs produits. Non, mais c'est intéressant et c'est bien qu'il y ait aussi des garde-fous, on va dire, et des personnes, des experts, voilà, qui sont consultés. Vous êtes combien? C'est un comité d'experts constitué de combien? Non, c'est pas un comité. Il y a une vingtaine dans la nutrition. Il y a environ 20 personnes qui font partie des gens qu'on peut consulter ou que soit l'ANSES, soit l'Agence du médicament peuvent consulter. L'Agence du médicament, c'est plutôt des nutritionnistes issus de l'INRA ou de la pharmacie, et pour l'ANSES, c'est plutôt des nutritionnistes médecins. Donc on est une vingtaine, grosso modo, voilà, et ça s'agrandit chaque année d'un ou deux, voilà, en fonction des compétences des uns et des autres. D'accord, donc la levure de riz rouge, ça a été évoqué par l'ANSM à la place de l'ANSES, en fait, parce que c'est pas un médicament à la base. À la base, c'est pas un médicament, mais on s'est rendu compte par la suite que son efficacité sur le cholestérol était en relation avec la présence de statine à l'intérieur. Donc, mais au démarrage, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque année apporte son lot de nouveautés. Donc, chaque année, vous avez un nouveau produit qui va apparaître, des fois ingénieux, des fois moins ingénieux. Et là, dans ces cas-là, on vous demande un avis. Mais sur la levure de riz rouge, c'était intéressant parce qu'on a mis longtemps à comprendre quand même. D'accord. Bon, eh ben écoute, ça mériterait d'être encore plus étudié, ce cas de levure de riz rouge, parce que effectivement, je trouve ça hyper intéressant, d'autant que ça a été autorisé pendant des années et des années, et que les découvertes font que ça. Mais vous savez que pendant des années, on achetait aussi du lait d'ânesse au bois de Boulogne, qui était vendu dans des cuves spécialement en plomb. On a vendu également dans les cures. J'aurais pas dû dire ça. Pendant des années, effectivement, tradition ne fait pas foi. Dans les stations thermales, on recommandait l'eau arseniquée.
Donc, je crois pas qu'on ferait beaucoup ça aujourd'hui. Donc, chaque année, la science, c'est un modèle évolutif. Les gens qui disent la vérité est établie et on n'en sort plus sont dangereux. La science, c'est un modèle évolutif. Ça veut dire que chaque fois, vous descendez plus bas dans la connaissance, vous connaissez de plus en plus de choses et vous vous rendez compte que ce que vous saviez il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui. Donc, et il faut être très, très humble. Oui, et c'est vrai, vous êtes tout le temps quelque part en formation, en quête d'apprentissage. Ouais. Vous avez raison, c'est un point aussi important, cette quête perpétuelle de savoir et se challenger ses savoirs et ses connaissances. Le grand public l'a vérifié là récemment avec la crise du Covid. On est parti d'une situation avec une hypothèse et aujourd'hui, on fait exactement l'inverse de ce qu'on faisait au début. On n'intube plus les patients pour leur mettre de l'oxygène à tout prix. On remet des anti-inflammatoires en fin de parcours pour éviter justement qu'il y ait un problème. Tout a changé. Alors qu'au début, si on raisonnait sur la science d'avant, on croyait qu'on avait affaire à quelque chose qu'on approchait, même si on connaissait pas. Là, aujourd'hui, non. Tout a changé et justement, on soigne vachement mieux. Et alors, est-ce que vous avez un cheval de bataille aujourd'hui? On a parlé de la levure de riz rouge. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui ou dans les La restauration collective. Là? La restauration collective. D'accord. Écoutez, là, c'est l'occasion, les Français ont pu le tester, c'est l'occasion de voir que, certes, c'est peu cher et les entreprises font des efforts, mais quand même, la restauration collective, on a un vrai souci avec. Ça veut dire il suffit d'aller être hospitalisé pendant une semaine, vous allez voir, c'est à peine mangeable. La restauration collective dans les EHPAD, elle est très inégale. Il y a bien sûr des endroits où ça se passe très bien. La restauration collective pour les enfants, c'est exactement la même chose. C'est hyper inégal. Vous avez des cantines où on mange très bien en qualité, mais en composition, c'est n'importe quoi, style quiche Lorraine, nuggets et donuts au chocolat. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres cantines qui vont donner de la bouffe mexicaine aux enfants avec 3 haricots verts en salade pourrie en hors d'œuvre et une compote de pommes sans goût. Donc oui, il y a un travail à faire sur la restauration collective, clairement. On peut avoir une nourriture de bonne qualité aujourd'hui en France et à la fois pour la santé et le goût des Français et en même temps pas payer trop cher. On est le pays de la nourriture. Les enfants mangent. Il y a des gosses qui mangent principalement à l'école parce qu'ils ont des foyers où ils sont pas habitués à avoir une nourriture standard saine. Donc ouais, c'est super important. Et à l'hôpital, vous avez besoin de toutes vos ressources. Moi, on m'a appelé à l'hosto à un moment donné où il y avait des problèmes de réalimentation en réanimation pour les gens qui étaient nourris par les veines. Donc c'est un boulot, c'est un métier, c'est une profession. Moi, je fais ma profession comme l'électricien fait la sienne. Donc, mais il faut avoir de la connaissance. Et pour l'instant, je trouve que se couvrir en disant on a une diététicienne pour faire les repas dans les municipalités, elle travaille bien les diététiciennes. C'est un peu léger d'utiliser ça pour se couvrir. Laissez-leur travailler parce qu'elle vient là pour donner un coup de tampon, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ah, d'accord. Là, je suis en colère, là. Ouais, je le sens. C'est-à-dire qu'elles sont sous couvert de ce tampon de la diététicienne. En fait, elle est un peu bridée. Elle cautionne un peu, mais. L'intendant va dire, ah ben non, ça, je peux pas avoir ça. Donc, du coup, le cuisinier a fait autre chose à manger. Bon, ça se passe toujours comme ça, hein, je connais par cœur. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un vrai boulot à faire sur la restauration collective. J'ai écrit un SMS à Madame Macron il y a quelque temps en disant, il y a un des chantiers, bon là, évidemment, c'est plus prioritaire. Je lui ai dit, il faut vraiment ouvrir ce chantier, dites à votre mari. Et elle m'a répondu qu'elle essayait avec l'hôpital Saint-Louis, mais bon, tout a été paralysé avec le Covid. Je pense que je reprendrai contact avec eux plus tard. Écoutez, effectivement, c'est un beau combat et vous pensez, vous êtes dedans. C'est un combat que vous entamez ou ça fait des années. Dites-nous que ça. C'est un combat que j'ai entamé, mais juste avant le confinement. D'accord. J'avais commencé à faire un peu de presse là-dessus. Et immédiatement, les acteurs de la restauration collective sont venus me voir en aéropage en se disant oh là là, il va nous mettre du désordre, il faut parler avec lui. J'ai pas d'hostilité d'ailleurs particulière. Moi, je suis là pour dire la vérité. Je suis pas là pour donner la leçon. Mais comme une semaine plus tard, tout s'arrêtait, voilà. Mais je suis assez têtu. Il faut le reconnaître. Donc, j'ai pas oublié. Et là, je vois, il m'envoie des tas de petits bouquins toutes les semaines. Je les lis consciencieusement et je verrai après. En tout cas, on doit tous avoir ça en tête parce qu'on est tous concernés par cette alimentation, cette restauration collective, que ce soit dans les hôpitaux, vous l'avez dit, dans les EHPAD, donc ça peut être nos parents, nos grands-parents, nous, à terme, à la cantine, donc ça peut être nos enfants. Et c'est vrai on voit des choses qui sont assez difficilement explicables, surtout si c'est sous couvert de la caution d'une diététicienne ou d'un diététicien. Enfin, c'est encore plus terrible d'ailleurs. C'est une victime, la diététicienne est une victime dans ce cas-là. Mais vous savez, j'ai fini l'année dernière d'écrire un livre qui devait sortir en mars et qui va sortir fin septembre, qui va s'appeler Nourrir sa santé. Ça a été l'occasion pour moi de revisiter tout ce qui était santé et aliments.
et j'ai été impressionné de voir, de lire tout ce que j'ai lu et de voir comment l'alimentation était impliquée vraiment globalement dans notre santé. Je ne parle pas au niveau des trucs simples, genre maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, rétention d'eau, etc. Je parle au niveau de maladies très complexes comme sclérose en plaques, Parkinson, même peut-être autisme. Je suis plus réservé là-dessus, mais des maladies, des cancers du poumon, de la prostate. Bon, et ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais au fond. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, je suis content. Au fond, c'est nul d'avoir dit pendant des années, d'avoir mis en valeur des aliments pseudo-magiques. En réalité, ce sont des groupes d'aliments qui sont efficaces parce que chacun d'entre eux contient des choses intéressantes. Personne ne sait que le fromage de chèvre, par exemple, que la feta, par exemple, contient de l'acide linoléique conjugué qui sert à synthétiser plus le muscle et un peu moins la graisse. Personne ne sait que le camembert est un produit qui est très intéressant pour le microbiote. Voilà, des choses comme ça. Qu'on peut prévenir le cancer de la prostate en mangeant du chou, ça tout le monde le sait à peu près, mais qu'on élimine les cancers digestifs ou qu'on diminue le risque de cancer digestif chez la femme en prenant certains produits laitiers, voilà. Donc, et donc je me suis dit au fond, faut pas saouler les gens. Ça veut dire, faut pas leur dire il faut faire comme ci, comme ça, mais il faut leur dire voilà les avantages de tel ou tel groupe d'aliments. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Michel Cohen. On attend donc la sortie à la fin du mois de septembre de ce livre Nourrir sa santé. On a hâte de le lire. Merci d'avoir été journaliste aussi. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. C'est vraiment chouette et très sympa de votre part sur NutriCast. Donc Jean-Michel Cohen, merci beaucoup. Au menu ce soir donc feta, camembert pour tout le monde. D'accord. Je vous dis à très bientôt et écoutez, rendez-vous sur NutriCast. N'oubliez pas d'écouter cette émission et de la partager. NutriCast sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt. Au revoir Jean-Michel Cohen. Au revoir et bonne journée. Merci.